Salut, c'est Romain du site pterocles.fr. Aujourd'hui, une petite vidéo toute simple pour revoir un peu ensemble les bases du vocabulaire ptérophile, le vocabulaire de la plume. Et puis ensuite, on verra ensemble les différents types de plumes et la reconstitution d'une plumée. Voilà, une petite vidéo toute simple. C'est la première que je fais. Si jamais elle vous plaît, si jamais vous avez des commentaires à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je pourrais peut-être être amené à en refaire d'autres, pour d'autres plumées, pour d'autres raisons, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. On va commencer tout simplement avec une première plume de bus variable, qui va nous permettre de voir un peu le vocabulaire de la plume, les différentes parties de la plume. Donc on va commencer par la base, tout simplement. La plume, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un poil, tout simplement, qui a évolué au cours du temps chez le groupe des oiseaux, et qui leur permet aujourd'hui de voler. Donc c'est un poil simplement qui a été très modifié. La composition de la plume, c'est essentiellement de la kératine, donc c'est la même composition que nos cheveux ou que nos ongles. Donc on va commencer tout simplement le vocabulaire de la plume avec cette plume de bus variable, tout le monde l'aura reconnu. Une plume, en fait, c'est pas très compliqué en termes de vocabulaire, il y a quelques petits mots à savoir qui permettent de décrire la plume. Donc déjà, la plume toujours dans le bon sens, généralement ce sens-là. Donc on va commencer simplement par la base de la plume ici, avec la tige qui remonte comme ça jusqu'en haut de la plume, qui fait tout le long, qu'on appelle le rachis. Il se met à pleuvoir, c'est super. Le rachis avec, à la base, ici, un bout de rachis où on n'a pas du tout de petite barbe, donc qui est complètement dénudé, qu'on appelle le calamus. Le calamus, c'est l'endroit en fait où la plume va être insérée au niveau de la peau. Voilà. Donc on a le calamus, qui est une petite partie en fait dénudée du rachis complet. Ensuite, on a ce qu'on appelle la lame. Donc la lame, c'est toute la partie qui contient les barbes et les barbules. Donc c'est toute cette partie-là, la lame, qui est composée en fait de deux sous-parties, on va dire. Le vexille externe, donc c'est la partie qui est au-dessus de la plume, ici, le vexille externe, et le vexille interne, c'est toute la partie qui est en dessous du rachis. Voilà, et ces deux-là forment ce qu'on appelle la lame. Les vexilles, de quoi ils sont composés? En fait, quand on regarde la plume de très près, on a l'impression que c'est une espèce de membrane toute douce, et en fait, la plume est vraiment composée de très nombreuses petites barbes. Donc c'est des toutes petites fines lames, comme ça, voilà, qui sont accrochées les unes aux autres. Donc il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers sur certaines plumes, qui sont accrochées les unes aux autres un peu à la manière du velcro. C'est-à-dire que vous avez sur chaque barbe, sur chaque petit filament qui part comme ça, vous avez des petites barbules, donc certaines sont droites et d'autres sont crochues un peu comme le velcro, et du coup elles s'accrochent les unes aux autres comme ça et forment du coup la lame et les vexilles. Voilà, donc toutes les plumes sont composées de la même façon, donc le rachis, le calamus, la lame composée de vexille externe, vexille interne. Ensuite, on a des différences de forme qui peuvent arriver parfois en fonction du type de plume et surtout de l'ordre d'oiseau dans lequel on se trouve. Donc par exemple, ici on a une plume de rapace et on voit très bien que la forme est assez caractéristique du fait qu'on ait ce qu'on appelle une digitation, c'est-à-dire qu'on a un espèce de doigt qui se dessine ici, et avec les différentes plumes sur l'aile, quand l'oiseau est en vol, on a l'impression vraiment qu'il a une main. Il y a une main qui se dessine. Donc on a deux types ici de découpes différentes sur la plume. On a sur le vexille externe ce qu'on appelle l'émargination, donc on retrouve chez quasiment la totalité des groupes d'oiseaux, excepté les charadriformes, donc tout ce qui est mouette, bécasseau, bécasse, etc. Voilà, donc ça on ne la retrouve pas, par contre on la retrouve chez quasiment tous les autres groupes d'oiseaux. Donc on a ici l'émargination. Et on a en dessous ce qu'on appelle l'échancrure. Donc ça c'est ce qui forme en fait la forme de doigt comme ça de la plume. Donc l'émargination c'est bien sur le vexille externe, et l'échancrure sur le vexille interne ici. Et l'échancrure comme ça, c'est beaucoup plus rare de le trouver chez les oiseaux, surtout chez les rapaces. Donc rapaces diurnes et rapaces nocturnes. Donc ici on a une rémiche primaire, donc une plume de vol, une plume d'aile qui sert au vol. Mais cette composition de la plume avec tout ce vocabulaire-là se retrouve également dans tous les autres types de plumes, notamment pour les rectrices. Donc pareil, rectrice de bus variable, ici, on retrouve bien les mêmes parties, donc on a bien le calamus ici, qui continue après sur le rachis, vexille externe, vexille interne, composé de barbes. Donc on a toujours à la base des plumes, généralement, beaucoup moins sur les rémiches primaires, mais les autres on a souvent des barbes comme ça qui sont dites libres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées les unes aux autres, ça forme une espèce de petit duvet à la base de la plume. Donc on a vu la composition de la plume avec le vocabulaire, etc. En termes après de différence entre les différents groupes, on retrouve quand même la majeure partie des groupes avec les mêmes caractéristiques.
Il y a quelques petites choses qui changent au niveau souvent des dessins, où les dessins vont évoluer, par exemple ici, rectrice de faisan de Cold Shield, donc avec des dessins vraiment très particuliers, très très beaux, que ce soit en dessous ou en dessus. Donc en termes de teinte et de dessin, ça peut varier pour le camouflage ou pour la parade nuptiale. On a également des différences de reflets. Une plume par exemple comme celle-ci, qui peut paraître assez sombre, en fonction de la lumière, peut prendre des reflets voilà, un peu irisés. Donc là c'est une plume, une rectrice de pie bavarde. Ça se voit assez bien qu'il y a des reflets, parfois c'est beaucoup plus marqué que ça chez d'autres espèces, mais ici on le voit déjà bien. Et il y a d'autres textures aussi qui peuvent se modifier, par exemple chez les rapaces nocturnes. Donc ici une plume d'effraie des clochers. Donc chez les rapaces nocturnes, la plupart d'entre vous le savent, les plumes ont évolué de façon à ce que l'oiseau en vol la nuit ne fasse aucun bruit. C'est-à-dire qu'on va retrouver une espèce de duvet sur les différents vexilles, internes et externes, qui va permettre du coup de casser l'air et d'éviter que les plumes fassent du bruit. Donc on retrouve ça chez tous les rapaces nocturnes et chez les oiseaux nocturnes en général, notamment chez les engoulevents également. Alors maintenant qu'on a vu les différents termes de vocabulaire pour une plume en général, on va voir maintenant les différents types de plumes d'un oiseau, avec comme exemple une espèce très très commune que tout le monde connaît, une planche de merle noir. Voilà, tout simplement. Merle noir, donc là j'ai pas pris de planche exprès avec beaucoup de dessins, beaucoup de motifs, comme ça au moins on a vraiment un exemple de base de plumes de même couleur, juste pour voir les différentes formes de plumes et les différents types de plumes. Donc un oiseau, tous les oiseaux quasiment ont la même organisation en termes de plumage. Au niveau, nous on s'intéresse surtout aux plumes des ailes et de la queue, ce sont les plus grandes plumes qu'on appelle les pennes, ou les rémiges pour les ailes et les rectrices pour la queue. C'est les plumes qu'on retrouve le plus facilement dans la nature. Quand elles tombent pour la mue, quand il y a une plumée, etc., c'est plus celles-là qu'on va récupérer, que c'est celles qui sont le plus identifiables pour les espèces. Donc ici, on va dire qu'on a un exemple caractéristique de ce qu'est l'organisation pour un oiseau. À savoir du coup, donc ici vous avez toutes les plumes qui correspondent à l'aile, donc ici l'aile droite, et ici les plumes qui correspondent à la queue, donc les rectrices. Donc on va commencer par la queue, c'est plus simple parce qu'il n'y a que 6 plumes ici. La queue est composée principalement du coup des rectrices, donc ce sont les grandes plumes de la queue, qui servent en fait de gouvernail à l'oiseau quand il est en vol pour pouvoir se déplacer et se diriger dans le ciel. Donc chez les passereaux on en a 12, donc ici j'en ai gardé que 6 pour le côté droit. 12 plumes chez les passereaux, ça peut aller jusqu'à plus d'une vingtaine pour tout ce qui est faisan, perdrix, etc. Donc ici elles sont toutes simples, hein, la forme est assez caractéristique pour un oiseau. Il se peut parfois que la rectrice centrale soit plus longue et puis que les tailles aillent en diminuant jusqu'à la rectrice externe. Ici elles ont toutes la même taille, c'est quasiment le cas chez tous les passereaux. Ensuite on a l'aile, ici, avec les différentes plumes. Ici, ce qu'on appelle les rémiges primaires. Les rémiges primaires, ce sont toutes les plumes qui vont être au niveau de la main de l'oiseau. On a les rémiges secondaires, ici, au nombre de 6, qui vont être au niveau de l'avant-bras de l'oiseau. Et ensuite, alors, selon les livres, selon la bibliographie, on retrouve parfois les rémiges tertiaires, donc c'est les 3 dernières, qui sont mis sous le terme de rémiges secondaires également. Donc il y en a qui considèrent que tout ça, ce sont les rémiges secondaires. Moi j'aime bien les mettre à part parce que généralement les rémiges tertiaires sont assez différentes des rémiges secondaires, c'est-à-dire qu'elles ont des motifs généralement beaucoup plus marqués. Pourquoi? Parce que ce sont les plumes en fait qui se retrouvent, quand l'oiseau est posé, elles se retrouvent au niveau du dos, sur le dos, et elles ne sont pas recouvertes, contrairement aux autres. Ce qui fait que généralement le motif est beaucoup plus marqué pour justement que l'oiseau ait un motif quand il a les ailes repliées. Donc moi j'aime bien faire la distinction entre rémiges secondaires et rémiges tertiaires. Ici, la différence n'est pas flagrante étant donné que le plumage est monochrome du coup. Et donc au-delà des rémiges, qui sont les grandes plumes qui permettent le vol au niveau de l'aile, on a également ce qu'on appelle les couvertures. Les couvertures, ce sont, comme leur nom l'indique, des petites plumes qui vont venir couvrir la base des rémiges. Donc comme pour les rémiges, on a les couvertures primaires, ici, qu'on reconnaît à leur forme vraiment de mini-rémige avec un calamus assez long
légèrement coudé au niveau de la lame ici, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et puis les couvertures secondaires ici. J'ai pas connaissance qu'il y ait des couvertures tertiaires. Est-ce qu'il y en a qui les séparent ou pas, ça je ne sais pas. Mais là pour le coup, c'est vrai que généralement on n'a pas une démarcation de couleur ni rien au niveau des éventuels tertiaires, donc moi je mets tout en secondaire. Donc du coup on a bien les rémiges, les couvertures, et puis on a ce qui est pour moi, je pense, l'objectif à avoir quand on a une plumée ou un oiseau mort, c'est d'avoir ce qu'on appelle les alulats. Donc ce sont ici les deux petites plumes. Ici en fait ce sont des rémiges qui ont été modifiées, qui poussent au niveau du pouce de l'oiseau et qui viennent recouvrir en fait l'articulation du poignet. Ce qui fait qu'en fait ça protège le poignet en vol ou quand l'oiseau se pose au niveau des branches, etc. Ça empêche les chocs du poignet. Donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus épaisses, beaucoup plus rigides, pour justement protéger le poignet. Donc si on récapitule, on a bien au niveau de l'aile les rémiges, les grandes plumes du vol, les rémiges primaires, les rémiges secondaires et pour certains les rémiges tertiaires. On a ensuite les couvertures qui vont venir recouvrir la base des rémiges, les couvertures primaires, les couvertures secondaires. Et puis les alulats au niveau du pouce pour protéger le poignet. Et on a ensuite au niveau de la queue, pour permettre le vol également, la direction en tout cas du vol, on a les rectrices. Ensuite, moi généralement j'aime bien garder des petits échantillonnages de tectrices, donc c'est-à-dire c'est toutes les plumes, les autres plumes en fait, qui recouvrent le corps, on appelle ça les tectrices. Il y a différents types de tectrices, par exemple celles-ci sont les tectrices sus et sous-caudales, c'est-à-dire que ce sont les tectrices qu'il y a juste à la base des rectrices, donc qui protègent la base des rectrices. On ne les appelle pas des couvertures pour le coup, c'est juste les tectrices sus et sous-caudales. On a aussi les tectrices sous-alaires, ici, qui recouvrent en fait l'aile au-dessous. Et puis après on a toutes les tectrices qui forment le corps, les tectrices scapulaires au niveau de l'épaule, et puis les tectrices de tout le reste du corps. Alors en termes de nombre de plumes, pour une plumée ou pour un oiseau mort, il va varier en fonction des ordres. C'est-à-dire que là, ici, on est chez les passeriformes, chez les passereaux. Donc que ce soit les merles, que ce soit les corbeaux, que ce soit les moineaux, etc. Ils ont tous le même nombre de rémiges. Donc ici, on en a 10 rémiges primaires et 9 rémiges secondaires tertiaires, avec 6 rectrices. Si on prend le groupe, par exemple, des mouettes, des goélands, ils vont avoir le même nombre de rémiges primaires qui restent généralement inchangées en fonction de tous les groupes, c'est entre 9 et 11. Par contre, les secondaires vont être beaucoup plus nombreuses puisqu'elles vont être de l'ordre de entre 20 et 23 secondaires chez les mouettes et les goélands. Donc là, autant quand on trouve une plumée de merle, c'est assez simple de tout remettre en place parce qu'il y a très peu de plumes. Autrement, quand on est chez un goéland ou une mouette, c'est beaucoup plus difficile, notamment par le fait que les plumes sont quasiment toutes de la même couleur et de la même forme. Alors maintenant qu'on a vu les différents types de plumes et le vocabulaire du ptérophile, on va faire un cas pratique. Donc pour ceux qui suivent le groupe Facebook des collectionneurs de plumes et de traces d'animaux, j'ai posté il y a quelques jours, c'est très propre. J'ai posté il y a quelques jours une photo d'une plumée de grive musicienne que j'ai récupérée du coup sur le terrain, grive musicienne prédatée très probablement par un épervier d'Europe. Donc j'ai ramassé la plumée exprès pour cette vidéo là et du coup on va la trier ensemble. Donc voilà la plumée dans l'état que je l'ai récupérée. Donc pour pas tricher, je ne l'ai pas du tout déballé pour voir les plumes que j'ai récupérées. J'ai essayé d'en récupérer le maximum. De ce que j'ai pu voir en la ramassant, je pense qu'on n'aura pas tout parce qu'elle était quand même assez incomplète. Ma foi, on va découvrir ça ensemble. Donc normalement j'ai tous les types de plumes pour cette vidéo. Donc on va pouvoir voir, je vais vous montrer un peu comment moi je me dérouille quand je trouve une plumée comme ça pour la trier. Donc on a notre plumée de grive musicienne. Comment est-ce que j'ai reconnu que c'était une grive musicienne directement sur le terrain? Assez simple. Les rémiges
ont à la base une espèce de petite zone un peu plus claire, avec une couleur assez caractéristique, assez rousse. Donc ici c'est un individu jeune de l'année, donc qui n'était pas encore trop coloré, mais bon, ça se repère quand même assez bien. Et ensuite, un deuxième indice beaucoup plus parlant, ce sont les petites tectrices avec les petits points noirs en forme sagittée, comme ça. Donc là on voit bien, en forme de petites flèches, qui sont rondes chez la griffe draine, avec laquelle on peut la confondre, sauf que la griffe draine, du coup, elle a la tache au niveau du vexille interne qui est complètement blanc. Donc voilà, alors je vais me mettre, comment je vais faire? Je vais me mettre en face. Alors première étape, quand on a une plumée comme ça, le plus simple c'est de trier les plumes par type, ou en tout cas par taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les rémiges, les rectrices d'un côté et tout le reste de l'autre pour l'instant. Voilà, donc j'ai trié d'un côté les rémiges, de l'autre les tectrices, les couvertures. Pour l'instant, on va s'intéresser surtout aux rémiges pour voir un peu ce qu'on a comme type. Donc on va trier les rectrices, donc qui elles sont vraiment unicolores, il n'y a pas de base rousse comme sur les rémiges. Donc les rectrices, je crois pas que j'en ai récupéré beaucoup. Ouais, donc plumée très incomplète parce que là voilà, on n'a vraiment pas du tout la totalité de l'oiseau. On a deux rectrices. Donc soit l'épervier est parti avec le reste, soit il l'a plumé ailleurs. Mais voilà, on a deux rectrices. Point positif, c'est deux rectrices du même côté. Donc du côté droit de la queue. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, en termes de... Ah non, j'en ai encore une là, je ne l'ai pas eu. Et encore du même côté, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va trier les rémiges. Donc on va déjà trier les rémiges primaires, les rémiges secondaires et les rémiges tertiaires. Donc comment on reconnaît les rémiges primaires, les rémiges secondaires? Le plus simple, moi ce que je fais quand j'ai un doute, je les mets les unes sur les autres et je vois la courbure du rachis. Ici, si je les mets l'une sur l'autre, on voit bien qu'il y en a une où le rachis est très droit et une où le rachis est beaucoup plus courbé. Donc on a bien une rémige primaire et une rémige secondaire. Si je prends celle-là, genre rien qu'à la forme, on voit que c'est une rémige primaire. Et si je les mets les unes sur les autres, on voit qu'elles sont toutes les deux bien droites. Donc pas de souci, c'est bien les rémiges primaires. Donc maintenant on va séparer les rémiges primaires et les rémiges secondaires par rapport à la taille, donc c'est assez facile. Donc visiblement, j'ai aucune rémige primaire du côté gauche. Donc on va se focaliser sur le côté droit, vu que c'est là où on a le plus de plumes. Donc hop, ça j'enlève. Donc là j'ai bien mis rémige secondaire, tertiaire d'un côté, rémige primaire de l'autre. A priori, les rémiges primaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en manque une, dommage. C'est pas grave, on va faire avec. Alors là, j'ai un petit doute par exemple. C'est ce qui me semblait, toi t'es pas du tout une rémige primaire. Donc il nous en manque 2. C'est pas grave, on va quand même les trier. Donc là on a séparé rémige primaire, rémige secondaire et tertiaire. Ensuite, il va falloir trier les plumes dans l'ordre où on les trouve sur l'aile. Il y en a qui les mettent comme ça, telles quelles. Moi j'aime bien les trier quand même dans le sens où elles poussent sur l'aile. Donc le but c'est de trouver... Donc là, chez la grive, c'est assez simple parce qu'elles vont être quasiment toutes dans l'ordre décroissant, de la plus grande à la plus petite. Donc on va prendre les plus grandes, on les met d'un côté. Alors il y a deux techniques pour les trier. La première, ça marche notamment chez les espèces où on n'a pas cette fameuse émargination sur le vexille externe, ici, que là on voit bien. On peut utiliser la largeur du vexille externe. C'est-à-dire que le vexille externe, il va être très très fin sur les rémiges les plus externes, donc les plus grandes, et il va être de plus en plus large en allant qu'on se rapproche du milieu de l'aile. Généralement, il est assez large au niveau des premières secondaires. Donc là, moi j'utilise une autre technique pour les passereaux, c'est assez simple. On va utiliser l'émargination
qui va en fait s'éloigner de plus en plus vers l'apex en allant qu'on va avancer dans l'aile. Donc là on voit qu'il est assez reculé, on a toute cette partie-là qui est marginée. Et si on prend celle-ci, on voit que l'émargination est beaucoup plus loin. Elle est à ce niveau-là. Donc là, si on les met dans l'ordre, donc j'en ai que 3 qui sont émarginés ici, on voit bien que l'émargination se décale. Si je mets bien, tac, voilà. On voit bien que l'émargination, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Donc là, elles sont bien dans l'ordre au niveau de l'aile. Après, on a celle-ci, qui n'a pas d'émargination, donc on pourrait croire qu'elle vient après. En revanche, si on regarde la taille du vexille externe, il est quasiment absent. Il est présent, on a bien un vexille externe. Bon, on ne voit pas très bien la caméra parce que c'est flou, mais si je fais ça, voilà. On voit bien le vexille externe qui est présent, mais qui est très très fin. Donc on a dit que le vexille externe était de plus en plus large en allant qu'on avançait. Donc s'il est très fin, elle va venir juste avant le vexille ici qui s'élargit. Donc là on a déjà nos 4 premières rémiges de trier. Ensuite, chez les passereaux et chez quasiment la totalité des groupes d'oiseaux, on va trier ensuite le reste des rémiges qui ne sont pas émarginées par taille, de la plus grande à la plus petite. Ici on en a que 3, en plus on voit bien au niveau des tailles qu'elles ne se chevauchent pas du tout. Donc on prend bien la plus grande en premier. Ensuite c'est celle-ci qui est en dessous. Donc on la met juste après, tac. Et c'était l'autre ensuite. Et là on voit qu'on a bien nos 3 rémiges qui sont dans l'ordre décroissant. Et on les place juste après. Tac. Primaire. Donc là on a classé nos rémiges primaires. C'est fait, on n'y touche plus. Ensuite on va s'attaquer aux secondaires. Comme je l'ai dit, les secondaires chez les passereaux c'est assez facile parce qu'il n'y en a que 6. Et je ne suis même pas sûr d'avoir les 6 ici. Donc là j'ai mis les 3 rémiges tertiaires de côté. Comment est-ce que je les ai reconnus par rapport à la taille du vexille externe par rapport à l'interne qui est quasiment égale. On voit que les deux sont quasiment de la même taille. Et ensuite elles n'ont pas la base orangée comme sur les secondaires. Donc on a ici les rémiges secondaires. On n'en a que 4, on devrait en avoir 6, donc c'est pas très grave. Chez les passereaux, ce qui est assez simple, c'est qu'elles sont rangées normalement dans l'ordre de taille. Donc là on va commencer par la plus grande, qui est généralement la plus marquée également au niveau de la zone orangée. Ensuite ça devrait être celle-ci, ensuite celle-ci, et ensuite celle-là. Donc on voit qu'on a quand même une espèce de dégradation de l'orangé qui est de plus en plus étendue, qui se fond de plus en plus dans la plume, et puis qui est de plus en plus marquée en fonction qu'on avance vers le centre de l'aile. Donc celle-là, pourquoi on sait que c'est pas une tertiaire, quand on regarde, elle a quand même une zone un peu orangée, et dès qu'on la place à côté de l'autre tertiaire, on voit bien la différence. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra. Un petit peu, bon. Donc on a bien nos rémiges secondaires. Donc voilà notre aile de griffe musicienne qui est complétée, reconstituée, incomplète mais reconstituée. Alors il peut arriver qu'on confonde la dernière rémige tertiaire, peut-être les 2 dernières, avec d'autres tectrices, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas vraiment la forme d'une rémige comme les autres. Hein. Mais bon, ici, voilà, elles sont assez simples à reconnaître, mais il y a d'autres espèces, par exemple chez les rapaces, où les rémiges tertiaires vont avoir la même forme que les scapulaires, donc les plumes au niveau des épaules. Et on a du coup nos rectrices. Pour les rectrices, pour les ranger dans l'ordre, c'est très simple, notamment chez les passereaux, où on utilise la largeur du vexille externe. Plus on va vers l'extérieur de la queue, plus le vexille externe va être fin. Donc là on voit qu'il est très fin sur celle-ci, donc elle doit être la plus externe. Ensuite on regarde les deux ici, et le vexille externe le plus fin c'est celle-ci, donc on va la mettre après, et ensuite celle-là. Bon et bien voilà, on a reconstitué notre aile de grive et puis notre queue avec les plumes qu'on avait du moins sur la plumée. Je ne suis pas allé jusqu'aux couvertures parce que c'est un peu plus complexe à trier et puis à retrouver l'ordre. C'est rare de réussir à retrouver l'ordre vraiment complet pour les couvertures quand on tombe sur une plumée comme ça.
Là, on n'avait pas trop de couverture, mais bon, j'ai pas trouvé ça pertinent de le faire jusque-là. On a vu au moins comment trier les rémiges et puis les rectrices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me les poser. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!